Ouais, c'est quand même une belle invention, la téléportation. Il y a 2 secondes, on était à Paris, un coup de métro magique. 2 secondes après, Tokyo, quartier de Shibuya. Donc on est au Japon pour un sujet exclusif sur le Super GT500 à Fuji, où on va suivre un pilote français qui court au Japon pour Nissan, qui s'appelle Benoît Tréluyer. On vous a préparé un truc qui va vraiment bien, le côté obscur du Japon. C'est tout de suite. Ciao. Et nous voilà au cœur de l'action, les paddocks du circuit de Fuji, donc le circuit qui accueille ce week-end la manche de Super GT300 et Super GT500, mais qui va également accueillir la manche de Formule 1 à la fin de l'année. Bah, écoute, des infrastructures d'enfer, on commence déjà à entendre le bruit des moteurs. Donc a priori, les qualifs du Super GT vont commencer dans à peu près un quart d'heure, 20 minutes. On va essayer de vous faire suivre la course des qualifs jusqu'à la finale et à la remise des podiums de l'intérieur. Mais non seulement de l'intérieur des paddocks, mais en plus on va suivre un pilote français qui roule en championnat Super GT dans une voiture que vous connaissez, qui est une 350Z bleue aux couleurs Callsonic, bleu et blanc. Son paddock est juste là. On va aller lui rendre une petite visite et il va nous expliquer un peu la course vue au travers des yeux d'un pilote français. A tout de suite. Le Super GT est le championnat automobile le plus populaire du Japon. Les courses sont hyper disputées et les moyens engagés par les constructeurs sont énormes. Les voitures sont au sommet de la technologie et des pilotes de légende se battent pour remporter le titre. Bref, le Super GT, c'est la course automobile à grand spectacle. 2 catégories s'affrontent en même temps, les GT300 et les GT500. 44 voitures qui roulent ensemble, imaginez l'embouteillage sur la piste. La catégorie GT500 est la plus prestigieuse. Nissan, Toyota et Honda y sont officiellement impliqués. Plus de 600 chevaux, des vitesses de pointe dépassant les 300 km/h, ce sont les meilleurs GT du monde. Les GT300 représentent, elles, les 2 tiers du plateau. Les teams sont souvent privés, mais aidés par les équipes d'usine. Moins puissantes, elles vont moins vite que les GT500, ce qui occasionne de nombreux accrochages. Enfin, chaque équipage est composé de 2 pilotes. Le Super GT est donc une course sprint, comme la F1, mais c'est en même temps une course d'endurance, comme les 24 heures du Mans. Les nerfs des pilotes et la mécanique sont soumis à très rude épreuve. Les qualifs commencent juste. Benoît va partir pour son premier tour de qualif. Il a l'air assez confiant, ils viennent juste de recevoir la voiture. C'est la toute dernière évolution, donc il manque de réglage. On va le laisser faire son tour avant que les officiels nous rattrapent par les oreilles. Pendant que Benoît se lance dans son tour qualif, quelques petites explications sur le déroulement du championnat. 9 épreuves ont lieu de mars à novembre sur des circuits aussi prestigieux que Suzuka, Sepang ou Fuji. À la différence de la F1, il ne faut pas boucler un nombre de tours prédéfini pour gagner la course, mais une distance donnée. Ainsi, on parle des 300 km de Motegi ou des 500 km de Fuji. Le point d'orgue étant les 1000 km de Suzuka. Bref, chaque course dure au minimum 3 bonnes heures pour le plus grand plaisir des spectateurs. L'autre différence principale par rapport à la F1 réside dans le règlement technique. En Super GT, il est impossible qu'une équipe domine les qualifications ou le championnat de la tête et des épaules. Le règlement prévoit des lestes pouvant dépasser les 70 kg pour les châssis les plus performants. C'est un handicap énorme. Si au contraire un équipage est plus lent que les autres, les commissaires sportifs autorisent les ingénieurs à augmenter les perfs du moteur. Tout est donc fait pour que les courses soient hyper disputées et le spectacle total. Comme en F1, la place sur la grille de départ est primordiale pour prendre un bon départ. Dans l'équipe Callsonic, Benoît est le pilote le plus rapide. C'est donc à lui que revient la lourde tâche de qualifier la 350Z. Comment ça s'est passé alors ce premier tour de qualif? Bah écoute, la voiture est toujours pas au point, mais on vient de la recevoir, donc c'est compréhensible. Et on a surtout un problème d'amortissement, donc la voiture est au turn-in, au braquage, est très instable sur les bosses, et donc on peut pas rentrer fort. Là tu repars pour un deuxième tour. Là je repars pour régler la voiture pour cet après-midi si on fait le super stage. On te laisse bosser. Benoît enfile son casque et repart le couteau entre les dents. Il n'a que 30 minutes pour améliorer au maximum le setup de sa Nissan et réaliser le meilleur tour de qualif possible. Le trafic étant très dense sur la piste entre les GT300 et les GT500, il faut qu'il trouve un tour clair, c'est-à-dire sans personne à doubler. Heureusement, chaque voiture est équipée d'une balise qui permet aux différents teams de visualiser le positionnement exact des autos sur le circuit. Benoît est donc en contact radio avec son ingénieur de piste qui lui indique le bon moment pour tenter sa chance. Il
fait également confiance à ses mécanos qui, grâce à une énorme expérience dans la discipline, ont pu analyser et améliorer le comportement de sa voiture après son premier run. Finalement, les réglages adoptés seront les bons. Malgré une voiture en configuration 2007 qu'il ne connaît pas encore bien, Benoît et le team Celsonic réussissent ce qui semblait impossible en début de week-end, se hisser parmi le top 10 de la catégorie GT500. Malgré ce premier résultat encourageant pour toute l'équipe, Benoît est certain qu'il peut aller encore plus vite avec sa 350Z. Un premier débriefing à chaud avec ses ingénieurs lui permet d'exprimer son feeling au volant. Sous virage, sur virage, comportement moteur, cette rapide explication permet à l'équipe de confronter les informations relevées par la télémétrie aux sensations du pilote. Bon alors, tes premières impressions après les qualifs, comment ça s'est passé? Moyennement bien, Ouais. on va dire. Ça s'est bien passé parce que on est la première Nissan et on a eu la voiture en retard. Et Donc devant les officiels quoi. devant les deux officiels, donc ça, un petit peu content quand même. Maintenant on est juste 10e, on est à peine qualifié, on est juste qualifié pour le Super Lab de l'après-midi. Donc ça c'est moyen. T'avais un problème de suspension, c'est ça? Voilà, donc le plus gros problème qu'on a essaie de régler, mais on n'avait pas le temps de changer les ressorts, on aurait aimé essayer les ressorts, mais on n'avait pas le temps. La voiture avait l'air très raide. Voilà. Mais c'est pas vraiment un raid, c'est juste un problème d'amortissement. C'est-à-dire qu'elle avale pas les bosses, elle avale pas les vibreurs derrière, et au braquage elle est vraiment instable derrière. Ouais. Donc difficile quoi. Voilà. Donc t'es quand même assez content du 10e temps finalement. Ouais, pas mal, ouais. Parce que je me suis un peu déchiré quoi. Ah ça a l'air. Et pour le Super Lab donc vous allez faire quelques modifs? Oui, bien sûr, ouais. On a encore, on doit avoir 8 minutes je crois. Non, 15 minutes. D'accord, donc ça c'est cet après-midi? Cet après-midi pour essayer un nouveau setup. D'accord. On va avoir le temps de changer avant les 15 minutes et rechanger après les 15 minutes si jamais c'est pas bien. Mais bon. Et donc le potentiel final, si tout se passe bien, que tu arrives à améliorer comme tu le souhaites, tu penses que tu peux te positionner comment? Eh bien écoute, là on est 10e, on est à 1/10 du 3e temps. Ouais, j'ai vu, c'est super donc, sérieux. Sachant que j'ai pas très bien roulé parce que le matin je suis pas super performant. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc on n'a rien à perdre. Hein. Ouais. On est 10e, on peut pas reculer. On est le dernier. Donc dans le top 3 quoi, a priori. Voilà. Et le Super Lab, top 5, top 5. Et le Super Lab, comment ça fonctionne? Donc chacun part, vous partez les 10 en même temps ou c'est l'un après l'autre? C'est l'un après l'autre et on commence par le dernier du matin, on va dire le 10e. Donc ce sera toi a priori? Qualifié, donc moi. Mais par contre on ne bénéficie pas de la fraîcheur de la fin de séance. D'accord. Donc ça c'est un peu embêtant. Mais tu penses que c'est un handicap qui peut se chiffrer à c'est quoi? C'est 2 dixièmes? C'est difficile à dire. Du temps. Hier par exemple, au niveau de la température, ça n'a pas beaucoup changé. Mais le vent a tourné, donc dans la grande ligne droite, on avait le vent dans le dos en fin de séance. Donc tu vois, les conditions peuvent changer. Maintenant, les conditions de piste réelles, on va dire le grip sur la piste, ne va pas beaucoup changer. D'accord. Parce qu'en fait, il y a que entre moi et la dernière voiture, il n'y aura que 8 voitures. D'accord. Donc le Super Lab, c'est quoi le principe? C'est un tour de lancement, un tour chrono et terminé. On fait un tour chrono qui ne compte pas. D'accord. Et le deuxième tour chrono compte. D'accord. C'est celui-ci qui compte. Si tu fais un tête à queue ou tu mets les 4 roues en dehors de la piste, tu peux rentrer au C'est mort, tu rentres. Tu pars 10e. La journée se termine, Benoît salue une dernière fois ses fans qui resteront très tard pour voir les mécanos bosser sur sa 350Z. Demain, c'est la course, les choses sérieuses commencent. Et ben voilà, donc on se retrouve donc le jour de la course, on est le dimanche, les qualifs viennent de se terminer. Benoît a fait le meilleur temps de toutes les Nissan devant les officiels avec sa 350Z, donc il est carrément super content. Là ce qu'on va faire, on a un petit peu de temps, donc il s'est proposé de nous faire découvrir un petit peu sa voiture en live, donc je vais le rejoindre dans son pit et on va se rapprocher de son auto pour voir un petit peu à quoi ressemble sa 350Z tunée compétition. Allez, à tout de suite. Bon alors Ben, après ces magnifiques qualifs, bonjour toi. Bonjour. Arigato. Après ces magnifiques qualifs, donc tu finis première Nissan, mine de rien, devant les officiels. Très content. Très content, 5e temps. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton auto? Donc à la base c'est quoi? C'est une 350Z. C'est une 350Z. Enfin, ça ressemble à une 350Z. Ça ressemble de beaucoup, on va dire. D'accord. Mais en gros, il n'y a plus rien d'origine. Il n'y a plus grand chose. Le pare-brise, à peine la forme des phares, la forme générale. Le pare-brise, bon, la forme du pare-brise est là, mais c'est en plexiglas pour alléger, pour pas mettre le poids trop haut. La forme générale de la carrosserie. La forme générale reste pareil, mais bon, bien sûr, on est obligé d'élargir un peu parce que sinon ça passe pas les pneus. Normal. Le moteur, c'est plus le 3,5 litres V6, c'est un 4,5 litres V8.
Donc là, on peut pas le voir. On peut pas le voir. C'est top secret. C'est un petit peu secret, donc on peut pas trop le montrer. Voilà. Mais c'est une grosse innovation par rapport à l'année dernière. Vous aviez pas du tout ce bloc-là. Non, parce qu'en fait, on était en moteur biturbo et là, on est passé en atmosphérique parce que le règlement est avantageux. Et en termes de couple ou d'agrément, comment c'est pour toi par rapport à l'année dernière? Tu préfères? C'est beaucoup mieux au niveau du couple. Ouais. Surtout sortie de virage, c'est vraiment mieux. Quoi. Et la plage d'utilisation est plus grande? Pas spécialement. Ça se rapproche, hein, ouais, c'est kiff-kiff. Mais c'est plus facile à conduire. D'accord. En puissance, ça donne quoi à peu près? Si on peut le dire. 500 chevaux. Hein. Ah, quand même. Je sais même pas la puissance exacte parce que c'est secret, c'est secret aussi. Voilà, c'est à peu près 50 chevaux. Et en vitesse de pointe à Fuji, ça donne quoi? Écoute, avant qu'il y ait le nouveau tracé, on dépassait les 300 à peu près, un peu plus de 300. En boule ligne droite, et maintenant on est à 290 environ. Ça commence à aller vite. Ah ouais, ça va vite, on se fait peur des fois. Faut être réveillé quoi. Et au niveau kit carrosserie, donc il y a beaucoup d'appui, on peut le voir, donc c'est intégralement en carbone? Ouais, intégralement carbone, tout ce qui est carrosserie. Tout le kit quoi. Après, on a pu rallonger à peu près la dent de force devant, reculer les ailerons derrière. Il y a un fond plat ou pas? Il y a un fond. Non, tu as une planche en fait. Comme en Formule 1 quoi. Voilà, comme en F1. D'accord. Les côtés ont été relevés et donc pour avoir moins d'effet de sol. D'accord. On peut voir un peu l'intérieur? Ouais, on peut ouvrir la porte. Montre-nous où tu vis. C'est la poignée d'origine. C'est la poignée d'origine. On garde l'esprit d'origine de la voiture. Avec à l'intérieur, bon ça c'est une petite mousse pour mon coéquipier parce qu'il est trop petit. Il est trop petit, d'accord. Et après, tu as des ventilateurs, s'il fait très chaud dans la voiture, on peut régler la barre anti-roulis. Donc c'est où la barre anti-roulis? Alors tu as les deux barres, ici tu as la barre arrière qui est en rouge, la barre avant qui est en bleu, tu assouplis et tu durcis. D'accord. Bon après il y a plein d'autres boutons pour changer l'affichage sur l'écran pour avoir des données. D'accord. J'ai vu que tu avais une caméra de recul, c'est pour... c'est pas vraiment une caméra de recul, c'est pour voir qui arrive derrière. Dans les rétros, tu vois rien. Donc ça te permet de voir si t'as un mec qui te fait la spie. Voilà. Voilà, on peut contrôler. Là, il va falloir régler la porte. Bon. Écoute, merci en tout cas. On va te laisser te préparer pour la course. Oui, et puis on va laisser les mécanos travailler. On va laisser les mécanos bosser un petit peu. Et surtout ajuster les réglages pour la course. Bon, toi te reposer un petit peu, faire coucou à tes fans, parce qu'apparemment ils sont nombreux. Ils sont tous là. Et puis nous, on va vous préparer un petit sujet sur comment fonctionne le championnat Super GT, comment va se dérouler la course. On se retrouve tout à l'heure. Merci grand, ciao. La 350Z de Benoît est engagée dans la catégorie GT500. Nissan, Toyota et Honda y sont concurrents depuis plus de 10 ans. 350Z, GS430 et NSX, les modèles phares de chaque marque s'affrontent pour le titre suprême. Leur puissance, plus de 600 chevaux. Mécanique et aérodynamique sont au sommet de ce qui existe aujourd'hui. La vitesse de pointe sur les circuits les plus rapides dépasse largement les 300 km/h et les distances de freinage sont presque aussi courtes que celles d'une Formule 1. Bref, les voitures engagées dans cette catégorie surpassent tout ce qui roule sur Terre en compétition, à part la F1 bien entendu. Mais une course de Super GT, c'est avant tout la fête du sport automobile au sens large. Les champions de drift et les meilleurs tuneurs locaux font le show sur la piste et tout autour du circuit. Les 80 000 spectateurs peuvent les contempler de très près. Le tuning et la course font partie du même monde au Japon. Les pièces conçues pour la compétition se retrouvent très vite dans les catalogues des accessoiristes pour être installées sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Moteur, jantes, freins, kit carrosserie, toutes les pièces sont garanties et peuvent être directement installées en concession. On est bien loin du tuning à l'européenne. C'est également le moment de se faire prendre en photo près de la caisse de ses rêves ou de s'offrir des goodies aux couleurs de son équipe favorite. Il existe un choix énorme de produits dérivés, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Les Japonais sont très disciplinés et chaque nouvelle attraction se déroule dans le plus grand respect. On est bien loin des paddocks européens où il faut se battre pour signer un autographe. Même les paddocks sont ouverts au public quelques minutes avant le départ de la course. Les fans peuvent saluer les pilotes, les encourager et se faire prendre en photo. Mais c'est surtout l'occasion d'approcher les Umbrella Girls, qui sont une véritable institution au Japon. Beaucoup de spectateurs se déplacent uniquement pour vénérer ces reines de beauté. Être une Umbrella Girl, c'est pour l'heureux élu une carrière de mannequin assurée.
On est à un quart d'heure du départ sur la grille donc, du Super GT de Fuji. Ici, c'est la folie. Les pits sont ouverts. Il faut savoir que c'est une des grosses différences par rapport à la Formule 1. Où en Formule 1, il y a juste une poignée d'Happy Few qui ont accès ici. Là, c'est pas du tout le cas. Tu vois, il y a plein de monde qui vient. C'est super open. Tout le monde est vraiment gentil avec tout le monde. Bref, en tout cas, on est à un quart d'heure du début de la course. On est en pleine grille. On doit être grosso modo aux alentours de la 6e ou 7e position. On va remonter tranquillement pour rejoindre Benoît. Donc, on vous rappelle qu'il a fini premier des pilotes Nissan, qui est premier de la 3e ligne. On va remonter le voir, qui nous donne ses premières impressions avant le début de la course. Mais le connaissant, il n'est pas trop stressé. Allez, on y va. Bon, comment ça se présente? Bah écoute, déjà on a des bons supporters, c'est déjà ça. Il y a du bleu partout et de jolis ombrés la gueule. Voilà, et non, on a fait warm-up ce matin, ça se passe pas trop mal. Bon, t'es confiant? Ouais, assez, on verra quoi. On ne sait jamais, c'est une course de 500 km, il peut se passer. Ouais, donc là ça dure quoi? Grosso modo 3 heures? Grosso modo 3 heures. Donc 3 relais? 3 relais, un d'une heure. Kazuki fera un autre d'une heure et moi le dernier. Donc tu commences la course et tu la termines. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, il nous reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Merci. Et puis on te revoit à la fin de ton premier relais. Voilà, tu nous donneras tes premières impressions. Déjà. Contrairement à la F1, le départ de la course est lancé. Après un tour de chauffe pour mettre mécanique et pneumatique en température derrière le Pescar officiel, les GT500 vont s'élancer groupés. Puis, quelques secondes plus tard, ce sera au tour des GT300. Cette procédure est indispensable pour éviter un énorme carambolage entre les 44 voitures dès le premier virage. La tension est à son maximum. Et c'est parti! En GT500, la bagarre est terrible. Devant, la NSX Takata creuse immédiatement l'écart sur ses poursuivants. Benoît prend un excellent départ et pointe dès le premier passage à la 3e position. Derrière, c'est la panique. Un premier accrochage a lieu en GT300. Plus de peur que de mal pour le pilote, mais il devra se calmer un peu s'il veut terminer la course. Au fait, si vous voulez suivre la saison 2007 de Super GT, foncez sur Motors TV, la chaîne française des sports mécaniques qui diffuse l'intégralité des courses en différé le samedi à 15h. Pour en savoir plus, une seule adresse, motorstv.fr. Devant, c'est la Lamborghini Murcielago numéro 88 qui mène la catégorie en GT300. Mais déjà, la NSX Takata, qui elle est en tête de la catégorie GT500, lui colle à tout. À Fuji, les GT500 prennent un tour au GT300 tous les 3 tours. Impossible de s'ennuyer pour les 80 000 spectateurs présents. Pendant ce temps, Benoît rétrograde de quelques places. Les dépassements d'attardés et des problèmes de frein l'empêchent de tenir le rythme des NSX de tête. La lutte pour une place sur le podium s'annonce hyper chaude et il reste encore 2 heures de course. Faites vos jeux! C'est déjà l'heure des premiers ravitaillements. Benoît laisse sa place au second pilote du team Celsonic. Changement de pneus, plein d'essence, réglage d'aileron, les commissaires sportifs surveillent les moindres faits et gestes des mécanos. L'équipe n'a pas le droit à l'erreur. Aux 2 tiers de la course, c'est le coup de théâtre. La NSX Epson prend feu sur la piste suite à un gros accrochage avec une GT300. Drapeau rouge, la course va être interrompue.
Benoît en profite pour communiquer avec son équipier. État du trafic et de la voiture, il lui prodigue ses derniers conseils avant le restart. Quelques minutes plus tard, la course reprend de plus belle. Bon alors Ben, tu reprends le volant dans combien de temps là? À peu près 6 tours. Donc normalement c'est pour finir la course. Voilà. Donc tu avais fait un super premier relais, tu as eu des petits soucis de frein. Là c'est ton coéquipier qui est en route. Pour l'instant vous êtes quoi? Vous êtes sixième. Tu penses pouvoir jouer le podium ou pas? Ça va être dur. Bon, tu nous fais ça pour le lecteur d'ADX. Merde. Voilà, on va faire de notre mieux. Bon, il va faire de son mieux. On suit ça. Allez, bon courage vieux. Malheureusement pour Benoît, il s'accroche avec un retardataire et casse sa suspension avant dès le début de son dernier relais. Il doit rentrer au stand pour réparer. Il repartira pour la gloire, mais sa place sur le podium est définitivement compromise. Devant, c'est la guerre. Les NSX, très rapides en début de course, ne sont pas assez fiables et doivent abandonner, transmission cassée. C'est finalement les Nissan 350Z officiels du team Nismo qui tirent les marrons du feu. Un doublé inattendu pour l'équipe qui les relance dans la course au titre 2007. En GT300, la lutte a également été très chaude. Au final, c'est la Galaya Autobax qui monte sur la plus haute marche du podium, permettant à son pilote fétiche de battre le record de victoires dans cette catégorie avec 14 succès. C'est fini. À peine la course terminée, les voitures s'immobilisent dans la ligne droite pour que les spectateurs puissent immortaliser leur héros. Benoît a fait un peu grise mine de ne pas être sur le podium, mais on peut lui faire confiance pour gagner l'une des 5 manches restantes. La saison est encore longue. Pendant que les vainqueurs sont assaillis par les journalistes, les voitures rentrent en parc fermé pour que les organisateurs les examinent sous toutes les coutures et vérifient leur conformité au règlement. La course de Fuji est terminée, il ne reste plus aux vainqueurs des 2 catégories qu'à monter sur le podium et récupérer leur trophée. En GT300, c'est donc le team Autobax qui s'impose au volant de la Galaya, une voiture prototype conçue par leurs soins. Quant à la catégorie GT500, c'est la 350Z officielle Nismo de Richard Lyons qui l'emporte, juste devant l'autre 350Z officielle. Un beau tir groupé. Bon ben voilà, la course de Fuji est finie, ça s'est super bien passé, Ben a été ultra cool avec nous. Enfin, C'est pas vrai. non si quand même, il a été plutôt sympa, il nous a ouvert toutes les portes, on a pu faire tout ce qu'on a voulu. Mais là en fait tous les mecs que vous voyez derrière nous en train de nous photographier, bon déjà ils viennent pas pour moi, ça c'est certain. Non ils viennent pas pour moi, ils viennent même pas pour Adix parce qu'ils nous connaissent pas du tout. Ils viennent un petit peu pour Benoît quand même. Un tout petit peu quand même, mais ils viennent surtout en fait pour des petites nanas qui est un petit peu partout parce qu'il faut savoir qu'ici les Umbrella Girls c'est vraiment la tradition, les mecs viennent que pour ça. Donc c'est un petit clip bonus en espérant que ce petit sujet sur le Super GT vous aura plu. Allez. Elles sont gentilles. En plus elles sont sympas. Konnichiwa. Hop.
chose promise, chose due, on est chez Nismo avec entre mes mains la clé de la dernière Skyline R34 Z-Tune. On va essayer direct en allant pour Fuji. Essai complet de la caisse, c'est dans Radix. Allez. Je vais faire super simple. Vous avez sous les yeux la Skyline R34 la plus performante et la plus puissante jamais conçue par Nissan. On ne peut pas faire plus clair. C'est une voiture dont la gestation a commencé en 2000. À cette époque-là, Nissan se faisait systématiquement déposer par les accessoiristes et les préparateurs locaux, type Top Secret, Velside ou d'autres, qui se faisaient un malin plaisir de déposer systématiquement Nissan en termes de performance. Donc les ingénieurs maison en ont eu marre. Ils se sont dit, OK, on va créer une voiture qui soit capable de leur mettre la pilée. Donc ils ont conçu un premier prototype qui est sorti en 2003 pendant les Nismo Day. Donc c'était pas encore la voiture telle qu'elle est aboutie que vous avez sous les yeux aujourd'hui, mais vraiment un proto de course. Cette voiture-là a été amenée sur le circuit de Tsukuba et dans la catégorie moins de 600 chevaux, ce qui est déjà une valeur de puissance plutôt raisonnable, elle a atomisé tout ce qui était présent sur place. Donc déjà au Japon, une aura incroyable pour la voiture instantanément, un gros buzz. Premier coup de génie de Nissan. Deuxième coup de génie, ils se sont dit, OK, maintenant on va essayer de lui donner une aura à l'international. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, la course automobile en Europe et aux États-Unis, c'est quelque chose qui compte. Les 24 heures du Mans, ce genre de choses, ce sont des courses qui ont vraiment une importance vitale pour la vie marketing et la vie produit d'une auto. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la voiture, l'ont réellement préparée cette fois-ci pour la compétition et l'ont envoyée aux 24 heures du Nürburgring en Allemagne. Donc le Nürburgring, vous connaissez obligatoirement le circuit si vous avez déjà joué à Gran Turismo 2, 3 ou 4 ou peut-être 5 bientôt sur votre PlayStation. C'est le circuit le plus long du monde, le plus difficile. Bref, c'est une usine à gaz, des virages dans tous les sens. Et c'est l'endroit justement, le circuit de test officiel de la plupart des constructeurs mondiaux en termes de voitures vraiment haute performance. Donc ils l'ont envoyé là-bas. La voiture a roulé aux 24 heures du Nürburgring, a gagné sa classe et est arrivée, je crois, 4e ou 5e au classement général. Donc de nouveau, zone rouge, gros buzz au Japon. Donc là, Nissan s'est dit, OK, pas de souci, maintenant on commence à avoir un carnet de commandes super plein, parce que les Japonais en voulaient une absolument. Et ils se disaient, il me faut une voiture comme ça, il me faut une voiture comme ça. À partir de là, ils se sont dit, OK, maintenant ce qu'on va faire, on va se fixer une nouvelle target qui va être de concevoir la voiture de route civile, donc avec laquelle on puisse rouler tous les jours, la plus performante du monde, tout simplement, dans la catégorie toujours limitée à 600 chevaux. Donc ça veut dire les Ferrari, les Porsche. Déjà, on est dans un petit cercle de Happy Few, de voitures capables de rouler sur route ouverte avec une puissance officielle à 600 chevaux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Très simplement, ils se sont inspirés de leurs 20 ans d'expérience en compétition. Ils se sont dit, OK, ça fait 20 ans que Nismo, la branche de Nissan Motorsport, existe au Japon, donc on va créer 20 modèles uniques. Donc la voiture que vous avez là, c'est un des 20 modèles qui a été créé. Son nom de code, c'est donc Nissan Skyline R34 Z-Tune. L'idée de base était très simple. Prendre le maximum de composants et de savoir-faire de la compétition, donc le championnat Super GT, qui est le championnat national ou la Skyline roulée, en catégorie GT500, prendre le maximum de savoir-faire au niveau moteur, train roulant, jantes, suspension, et le mettre sur une Skyline R34 de base. Donc ils ont racheté effectivement 20 voitures à des clients potentiels, des bagnoles évidemment d'occasion, mais extrêmement triées, kilométrage très limité, entretien rigoureux. Les ont ramenés dans les ateliers Nismo, et à partir de là, ils ont désossé et dépouillé complètement la caisse pour mettre à l'intérieur ce qui se faisait de mieux. Et donc le résultat de ces 20 années de recherche de la part des ateliers Nismo, d'études en soufflerie, de compétition, vous l'avez sous les yeux. Donc c'est sûr, ça n'a pas la finesse d'une Ferrari ou d'une Porsche, mais ça dégage quoi. Même à l'arrêt, la voiture fait peur.
C'est un vrai monstre. Donc par rapport à une R34, même si on a l'impression que la voiture n'est pas extrêmement modifiée, en fait, il y a énormément de choses qui ont été transformées. La première chose, si on regarde globalement la face avant, outre les petits détails d'ouverture et de sortie d'air chaud que je détaillerai un petit peu plus tard, déjà, il y a une recherche de poids. Pourquoi? L'idée était avant tout de ramener du poids vers l'arrière et donc d'équilibrer les masses. Donc pour ça, capot moteur, aile avant, bouclier avant sont en fibre de carbone. C'est plus de 50 kg qui ont été gagnés. Donc un rapport de masse qui a été ramené un petit peu vers l'arrière et un équilibre général bien meilleur. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, hop, suis-moi, tu verras que tout ce qui touche à la carrosserie a été avant tout dicté par les lois aérodynamiques. Donc par exemple, si on regarde le bouclier, outre un énorme diffuseur, une énorme entrée d'air pour l'intercouleur centrale qu'on voit là qui est chargé de refroidir le moteur, on a deux entrées ici. L'entrée du bas, elle, est chargée de refroidir les freins via un canal spécifique. Et cette entrée-là, en fait, permet de refroidir un petit radiateur d'huile, hop, je passe devant, excuse-moi, additionnel. Donc le principe, c'est que l'air frais vient ici, rentre dans le radiateur, et l'air chaud est directement expulsé sur le côté. Donc ça, c'est des choses que vous verrez en compétition sur des voitures de toute marque. C'est vraiment de l'étude aérodynamique. On peut voir également la petite lame en carbone. En dessous, il y a un diffuseur complet et un fond plat. Donc pour gagner en appui et diminuer la traînée. Donc avoir plus de force d'appui de la voiture aérodynamique et le moins de traînée possible pour gagner en vitesse de pointe. Donc c'est vraiment issu de la compétition. Pareil, si on regarde au-dessus, on vous détaillera le moteur tout à l'heure, on peut voir les sorties d'air chaud, juste là, qui sont faites pareil pour évacuer, parce que la température du moteur, les 600 chevaux, c'est pas comme dans une Twingo. Plus il y a de puissance, plus il y a de calories à évacuer, et donc il faut des ouvertures qui soient bien dessinées pour pouvoir évacuer toute cette chaleur et que le moteur fonctionne le mieux possible. Donc on a une énorme sortie d'air chaud ici, et pareil, toujours dicté par l'aéro, on a une petite sortie d'air chaud de chaque côté, intégrée aux ailes carbone, juste en dessous de la coque de rétroviseur, qui elle est chargée de canaliser le flux d'air, toujours pour avoir une meilleure pénétration dans l'air et un meilleur refroidissement du bloc moteur. Donc on voit vraiment rien que sur cette partie-là, non seulement c'est agressif, mais il n'y a rien de gratuit. C'est vraiment conçu pour aller vite. Idem pour les trains roulants. Tant qu'on est sur l'avant, on peut regarder les jantes. C'est pas du très très gros diamètre, comme on peut le voir dans certains magazines spécialisés. L'idée, c'est avant tout d'avoir le meilleur rendement possible toujours pour être le plus rapide possible. Donc un diamètre pas extrême. On touche aux 18 pouces là, donc on a des voitures qui roulent avec du 19 ou du 20. Là, c'est du 18 pour avoir des jantes les plus légères possibles et une voiture la plus basse possible. Les jantes sont en aluminium forgé, c'est ce qui se fait de mieux, et elles sont conçues par Volk, qui est le préparateur officiel de Nismo et l'accessoiriste officiel de Nismo en championnat Super GT. Donc aujourd'hui, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Derrière les jantes, c'est aussi ce qui se fait de mieux en termes de freins. Donc ce sont des freins qui ont été fabriqués par Brembo spécialement pour la Skyline. Donc un énorme étrier en aluminium usiné, 6 pistons pour pouvoir pousser d'énormes disques de 365 mm. Enfin, vraiment, c'est ce qui se fait mieux. L'idée de ce freinage était de réussir à avoir une force de décélération de 1,6 G. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour une voiture de tous les jours, c'est carrément, mais c'est impensable. Donc il y a une force de freinage qui est complètement délirante, associée à des pneus Bridgestone Potenza, donc qui sont dans la gamme la plus soft possible en gomme pour toujours avoir du grip, donc ça s'use très très vite, mais c'est pas ce qu'on leur demande d'être endurant, ce qu'on leur demande c'est d'avoir le maximum de grip et le maximum de directivité. Donc vraiment là, aujourd'hui, sur une voiture de route, à part les meilleurs Porsche du monde et les meilleurs Ferrari du monde, pour une voiture client qu'on peut acheter en concession, il n'y a pas mieux. Si on continue un petit peu vers l'arrière, on se rend compte qu'on a un petit aileron. Là aussi, pas du tout fait pour l'esbrouf. C'est un aileron intégralement en carbone avec une petite lame supplémentaire pour amener de l'appui, réglable. On a une petite vis ici qui permet soit d'augmenter l'appui, soit de le descendre. Donc pour vous donner une idée de valeur, à 240 km/h, ce qui est une vitesse plus que tranquille pour cette voiture, cet aileron-là génère 70 kg d'appui. Donc c'est comme s'il y avait un mec de 70 kg qui était appuyé tout le temps à 240 km/h. Donc c'est non négligeable. 4 roues motrices, donc il y a beaucoup d'inertie. Il y a un cardan central qui est intégralement en carbone, donc pour gagner du poids et gagner de la rigidité. Les différentiels sont tous pilotés. Alors ça veut dire quoi un différentiel piloté? Ça veut dire, sans rentrer trop dans les détails, ça veut dire que la transmission est intelligente. Ça veut dire qu'entre la roue avant gauche, la roue avant droite, l'essieu arrière et entre l'essieu arrière et l'essieu avant, il y a une gestion électro-hydraulique qui fait qu'on peut transmettre le couple sur la roue qui en a le plus besoin. Et donc ça, sans rentrer dans le détail, ça maximise la motricité, ça améliore la directivité tout en étant très très stable. Bref, c'est de la technologie de compétition, encore une fois, appliquée à une voiture de route. Échappement titane, évidemment, collecteur titane, ça fait un très très gros son, vous pourrez vous en rendre compte pendant l'essai.
tout en étant léger et résistant. Là, il y a un truc assez rigolo à voir qui symbolise complètement l'esprit de l'auto. Je ne sais pas si vous voyez la petite molette qui est juste là. On a de la moquette ou un petit siège classique. Cette molette-là, elle permet sans aucun démontage de l'auto de régler les paramètres de suspension. Donc ça veut dire en tournant cette molette dans un sens, dans l'autre, ou en l'appuyant ou en la descendant, on peut régler la dureté hydraulique, la hauteur de caisse, enfin tous les paramètres qui font qu'on peut modifier le comportement de l'auto. Donc ça c'est typique, on le voit que sur une caisse de course. Eux ils l'ont fait et ils ont rajouté du cuir par-dessus pour pouvoir rouler tous les jours. Donc ça c'est vraiment l'esprit condensé de ce qu'est la Skyline R34 Z-Tune aujourd'hui. Bon et maintenant on passe à la pièce principale, le dessert, le moteur. Donc vous avez sous les yeux, toujours pareil, ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Nissan. Donc il faut savoir que c'est un moteur extrêmement connu des tuners. À la base c'est le fameux bloc RB26. Sauf que là il y a une différence majeure, c'est que c'est déjà il est réalisé à 2,8 litres de cylindrée. Et surtout c'est le bloc dans sa version, dans sa définition appelé Z2, c'est-à-dire c'est le bloc qui avait été conçu pour rouler en championnat Super GT sur la Skyline à l'époque où elle roulait en course. Donc c'est avant tout, à la base, un moteur de compétition. À l'intérieur, arbre à cam, piston forgé, vilebrequin équilibré, allégé, tout ce qui est équipage mobile vient également de la compétition. Donc c'est un moteur qui est fait pour tourner vite, avoir un maximum de chevaux. Il est accouplé à un seul turbo, IHI, qui souffle en moyenne entre une barre 2 et une barre 4. À une barre 2, il sort déjà 600 chevaux. Il peut sortir beaucoup plus de puissance, mais après l'idée c'est quand même d'avoir un moteur qui soit, comme je vous l'ai expliqué, vu que c'est une voiture de route, qui puisse rouler tous les jours, faire un petit peu de bouchon et pas être trop chiante en agglomération, en usage urbain. Donc ils l'ont limité à 600 chevaux exprès. Il y a une gestion électronique obligatoirement qui a été revue. Un des détails qui prouve vraiment que la compétition est au cœur de la conception de cette auto, c'est l'admission en air frais. Donc sur une voiture classique, que ce soit la Twingo de votre belle-mère ou une autre auto, en règle générale, l'air rentre par la calandre, se disperse dans le compartiment moteur et est aspiré plus ou moins bien par le filtre à air. Là, pas du tout. Techniquement, vous avez cette petite pièce-là qui est directement moulée dans le capot moteur en carbone. Donc si jamais, je vais vous montrer fermé la tête que ça, hop, donc en règle générale, l'air rentre uniquement par cette partie-là, c'est-à-dire que tout le reste est fermé. Le reste ici n'est pas fait du tout pour alimenter le moteur en air frais, mais uniquement pour refroidir l'extérieur. Donc l'air frais va rentrer ici. Hop. Passer dans le doublage en carbone du capot moteur, ressortir ici, et donc une fois que le capot est fermé, on voit qu'il arrive directement dans cette boîte à air et est filtré. Donc ça a deux avantages principaux. Le premier, c'est que le moteur, l'air est pulsé, donc une vitesse d'aspiration plus rapide et donc plus de puissance, plus de couple, donc plus de chevaux tout simplement. Et surtout, le moteur ne mange entre guillemets que de l'air très frais et pas du tout l'air qui est aux alentours dans le compartiment moteur. Donc là également, en termes de rendement, c'est bien meilleur. Donc on se rend compte rien que sur ce détail-là et sur la finition du capot et de l'entrée moteur, qu'il y a un souci du détail qui est omniprésent. Si on regarde toujours dans un souci de rigidité, la barre anti-rapprochement est une œuvre d'art en titane, mécano-soudée, c'est une pièce d'orfèvrerie. Elle est montée directement sur des renforts en carbone qui eux aussi sont là pour rigidifier encore plus les têtes d'amortisseurs. Donc rien que sur cette pièce-là aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'esbrouf, c'est pas une voiture de guignol, c'est vraiment une caisse qui est faite pour aller vite et dans les meilleures conditions possibles. Donc 600 chevaux sur route ouverte, 4 roues motrices, un comportement absolument incroyable que vous pourrez voir dans la suite de l'essai. Allez, on fait un petit tour dedans. Alors, on est au volant d'une voiture qui a quand même bientôt 7 ans d'existence, donc qui n'est pas toute neuve, mais encore une fois, ici, il n'y a pas d'esbrouf. Un petit volant en Alcantara pour avoir le meilleur grip possible, un compte tours qui va jusqu'à 9000 tours, un compteur de vitesse qui va jusqu'à 320 km/h, un levier short shift bien court et une boîte bien étagée. On débraye, on tourne le moteur. Déjà rien que le bruit, on se rend compte que c'est fait pour rouler vite. Un écran, donc ça c'est un des emblèmes aussi de la Skyline, qui permet, comme on peut le voir, déjà de vérifier les organes vitaux du moteur. Donc on a la pression du turbo, la pression d'huile, la pression des injecteurs, la température d'huile, la température d'eau, la température d'échappement qui peut monter jusqu'à 950 degrés en utilisage intensif, donc c'est vraiment chaud, et la température de l'intercooleur central. On a d'autres paramètres qui peuvent être réglés, la pression du turbo, on peut comparer également, je ne sais pas si vous la voyez là juste à gauche, vous avez une petite prise de data là, juste là, donc ça permet quoi? Vous branchez votre PC livré avec la voiture, vous tripotez et vous pouvez régler les paramètres de courbe, de couple, la puissance, la pression du turbo, tout un tas d'éléments
la pression que vous exercez hydraulique dans les différentiels pour modifier le comportement de l'auto. Donc tout est paramétrable sur cette auto. Encore une fois, c'est de la technologie de course, ni plus ni moins. Vous avez même, cerise sur le gâteau, je vais vous le montrer parce que ça c'est vraiment typique de l'auto, un lap time. Ça veut dire que vous pouvez rouler sur circuit, enregistrer votre meilleur tour, pouvoir disséquer tous les partiels, comparer votre meilleur tour avec le meilleur tour de votre pote si jamais vous avez un copain qui a aussi une Skyline R34 Z-Tune. Bref, c'est une caisse de fou furieux et que vous allez voir dans les images dynamiques que c'est vraiment un monstre sur route. Il n'y a plus qu'à faire l'essai. On est passé chez Nismo cet après-midi chercher le monstre, la Skyline R34 Z-Tune. Là on a mis quelques heures parce que le trafic est intense pour rejoindre notre hôtel. On est dans le quartier Ginza, l'un des quartiers les plus chics de la ville de Tokyo. On va aller se coucher assez tôt parce que demain on a une grosse journée avec entre autres l'essai de la voiture par Benoît Tréluyer, le pilote officiel Nismo de la 350Z Celsonic qui roule en championnat Super GT, donc vraiment une pointure en termes de pilotage et qui va nous donner son véritable avis sur les capacités de ce monstre. On se retrouve plus tard, bonne nuit à tous. Ciao. On se retrouve chez Team Impel, le préparateur officiel de la 350Z Celsonic, donc de Benoît. Magnifique bleu schtroumpf, qu'il n'a pas choisi, non, je rigole pas avec ça, parce que c'est vraiment la couleur officielle de Celsonic et de Team Impel depuis des années. Donc on est chez son préparateur, la voiture vient de terminer sa manche de championnat Super GT à Fuji. Benoît est en une seule pièce, c'est pas comme sa voiture qui a un petit peu souffert. Donc là, elle a une petite semaine de préparation avant la prochaine course. En attendant, on a une petite surprise pour Benoît et pour les lecteurs d'Adix. L'essai de la Skyline R34 Z-Tune Nismo, donc la version la plus affûtée que Nismo ait préparée sur la dernière Skyline R34, en attendant la R35. Donc Benoît, les clés du bonheur, on va se faire un petit tour et puis on va voir ton avis de pilote professionnel. Allez, on va faire notre mieux. On suit ça. Et tu nous mets pas au tard. Ah non, on va éviter. Je vais être moins à la limite qu'avec celle-ci. Bon, la voiture est en température, a priori tout va bien, le pilote aussi. On n'est pas les seuls à venir s'amuser, on est sur Hakone Skyline, la fameuse route mythique où a été créé effectivement le drift et surtout la majorité des Skylines. Donc là, Ben va essayer de tirer le maximum de la bête. Et puis on va essayer de revenir en un seul morceau et vous donner nos ressentis sur cette espèce de gros joujou. Allez, à tout de suite. Rarement une caisse de route m'aura fait une telle impression. C'est du scotch en tube cette Skyline. La transmission 4 roues motrices, les 3 différentiels pilotés et les pneus ultra soft la collent littéralement à l'asphalte. Le freinage comme les accélérations sont incroyables. J'ai l'impression d'être accroché dans un élastique géant. À tel point que la ceinture de sécurité avoue vite ses limites malgré des excellents baquenissements. Il faudrait carrément investir dans des harnais 4 points Takata pour faire réellement corps avec la machine. Le moteur est une tuerie passé la barre des 3000 tours. Le couple déborde de tous les côtés. En première, même sur sol sec, les 4 roues patinent et les slicks retaillés, malgré leur qualité indéniable, avouent vite leurs limites. La boîte est ultra rapide, même si le premier rapport est un peu fort. En restant dans la bonne plage de régime, la puissance délivrée par le turbo Hiashi est phénoménale. Le RB26 propulse la Skyline de virage en virage. Ce n'est plus une simple voiture, c'est un missile sol-sol. La direction est quasi parfaite et la Skyline, même en attaquant à outrance, est d'une précision diabolique dans les enchaînements serrés de notre route de montagne.
Quant au bruit délivré par l'échappement titane, il est tout simplement monstrueux. Bref, même si vous avez 120 000 € à dépenser, ne cherchez plus. Aucun des 20 exemplaires construits de la Skyline R34 Nismo ZQ n'ont été vendus à l'expert. Elles sont jalousement gardées par leurs propriétaires japonais qui ne les sortent qu'à de très rares occasions. Nismo nous a prêté le seul exemplaire encore en leur possession. Merci à eux. Oh, on espère que ce sujet sur la Skyline R34Z, j'arrive pas à me tenir, vous a plu. C'est le dernier essai de ce reportage. Là, on va aller manger avant de se tuer, puis surtout essayer de refroidir un petit peu les freins parce que la voiture sent un petit peu le chaud. On espère que vous vous êtes bien amusés en regardant ce DVD NX, en attendant le prochain si on casse pas la caméra. Allez, ciao. Pour la 5e année consécutive, les Hot Import Nights s'invitent à Boston, dans le Massachusetts. L'occasion pour nous de vous faire découvrir en vidéo l'un des plus beaux meetings de la série des HIN. Et de jeter un premier coup d'œil aux jeux vidéo qui s'en inspirent. Juice 2 Hot Import Night Edition, il sort à la rentrée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite balade dans les rues de Boston, magnifique ville de la côte est des États-Unis. À peine arrivés à la salle d'exposition de Bayside, nous avons eu du mal à nous frayer un chemin à travers la foule, à 17 h en plein samedi. L'ambiance est déjà d'enfer, jeux de lumière, hip-hop et techno à donf, la foule est en pleine extase. Les filles, pas vraiment habillées pour la saison, ne manquent pas de faire encore plus monter la température. Et que dire de Ursula, cette magnifique créature que le monde entier pourra découvrir sur la jaquette du jeu vidéo Juice 2. Buvez ses paroles, nous l'avons interviewée pour vous. Tiens, essayez de la regarder dans les yeux. Je m'appelle Ursula Mays, je suis mannequin et actrice aux États-Unis. Bien qu'il m'arrive parfois de travailler un peu partout dans le monde, je suis ici parce que je suis le modèle officiel des Hot Import Nights et du jeu vidéo Juice 2. On a déjà pu me voir dans des jeux TV, sur NBC et dans différents magazines. Concernant Juice 2, j'apparais sur la boîte et aussi dans la cinématique du jeu. Ce qui m'amuse, c'est quand les gens disent « Mais c'est qui là dans le jeu ? Elle me dit quelque chose !» Je réponds direct « Mais c'est moi, c'est l'un des trucs les plus cool qui me soit arrivé. » J'aime ce jeu car on peut drifter, il y a plusieurs circuits, on peut faire de l'endurance, c'est un jeu très complet. Pour me séduire, il faut avoir une caisse de drift. Personnellement, j'en ai une. C'est une Nissan 240 SX avec son gros moteur turbo et ses jantes Volk Racing. J'aime les caisses de drift, mais j'apprécie aussi les productions européennes. Pour vous remettre de vos émotions, Mike, l'organisateur des Hot Import Nights, ah oui tout de suite c'est moins mon style, nous révèle les secrets de la réussite des HIN, leurs particularités et les tendances de l'année. Mon nom est Mike Munard, je suis le producteur exécutif et le cofondateur des Hot Import Nights. Cette année, on fête la 10e saison des HIN aux USA. Notre recette est très simple, des caisses, des filles et du gros son. Il y a environ 20 meetings annuels dispersés un peu partout aux États-Unis, à Miami, en Californie, à New York, à Chicago, bref, partout où on peut trouver des caisses transformées aux États-Unis.
Les HIN sont entièrement consacrés au lifestyle. Tout le monde ici est fan de mode, de musique, de style et désormais de haute technologie. C'est pour ça que ça plaît aux passionnés de tuning, aux annonceurs et aux équipementiers américains. Au HIN, on vient également pour voir des filles et écouter de la musique. C'est ce qui rend ces événements vraiment uniques. Initialement, quand on a commencé, les meetings étaient consacrés au tuning sur base japonaise, comme des Honda Civic ou des Honda Accord. Maintenant, les Européennes s'invitent vraiment à la fête. BMW, Mercedes, et même Lamborghini et Rolls se sont imprégnés des Hot Import Night Style. Je dirais que même les Américaines s'y mettent aussi. On peut voir depuis quelques temps des flopées de Mustang. C'est sûr que les Japonaises ont contribué à lancer les HIN il y a 10 ans, mais maintenant, il faut bien avouer que tout est très différent. Nous avons aidé les développeurs de Juice 2 en sélectionnant les autos, les équipementiers, la musique, les mannequins comme Ursula Maillez et même les gogo danseuses. Je pense que cette collaboration était une bonne chose parce que les HIN sont très réputés et ont une influence considérable sur les tuners. C'est la première fois que cette communauté et le lifestyle sont réunis dans un jeu vidéo. Musique, jolie fille, caisse de dingue, le HIN est plus qu'un salon de tuning. Toute la côte Est s'est déplacée pour voir ce spectacle tellurique. En fan inconditionnel de japonaise, les ricains se laissent aller aux délires les plus fous. Jantes chromées surdimensionnées, caisse au ras du sol, peinture éclatante chroma gogo, néon multicolore. Les Nippon ont droit à tous les sévices, même les plus old school. Cette Toyota AE86 en est la preuve. Plus contemporaines, les Mitsubishi Lancer et Subaru Impreza osent les kits qui tuent. Quand la première rend hommage à son pays avec notamment une peinture des plus réussies, la deuxième fait dans le trapu avec des ailes on ne peut plus larges. Les NSX ne sont pas oubliés non plus. Toutes de blanc vêtues d'un côté, orange flashy de l'autre. Pour les tuners, la légendaire Geisha est loin d'être morte. Les moteurs ne sont pas en reste puisque 4 en ligne, Flat 4 et V6 ont droit à leur dose de testostérone supplémentaire. Gros turbo, échangeur Maus, échappement libre, chaque caisse a au minimum droit à une double ration de puissance. Rassurez-vous, les ricains ne sont pas sectaires et ils se lâchent aussi sur des européennes, en particulier les BM. Comme celle-ci, très large, sculpturale, musclée, en un mot, bestiale. La Golf est aussi une base très prisée, prenez des notes. La peinture biton, brillant et mat, c'est tendance, tout comme les panneaux lumineux. À l'intérieur, même débauche, la fibre de verre couleur carrosserie renferme une sono de ouf, jugée plus tôt. La plus puissante du salon? Difficile à dire, mais cette Lexus, avoisinant les 1000 chevaux, est une sérieuse prétendante. Tenez-vous bien, elle est capable de pulvériser le 0 à 200 en 10 secondes chrono. C'est pas tout, mais c'est déjà l'heure de l'élection de la future Miss Juice qui aura droit, comme Ursula, de poser pour la prochaine édition du jeu vidéo. Stop aux commentaires, les images parlent d'elles-mêmes. Alors, vous avez fait votre choix? Nous oui, mais on ne vous dira pas pour qui nous avons voté.
Vous avez aimé? Nous aussi, mais puisque les Hot Sim Fortnite n'ont pas prévu de faire étape de ce côté de l'Atlantique, il n'y a plus qu'à patienter jusqu'au mois de septembre avec la sortie du jeu vidéo qui retranscrira toute l'ambiance des HIN, le prochain Juice, dont voici pour vous les toutes premières images. This game has not yet been rated.
« 16h le 29 avril dernier dans le quartier de Trafalgar Square à Londres, c'est le départ du 9e Gumball 3000. Bon voilà les amis, ça y est, nous sommes à Pall Mall dans le centre de Londres pour le départ du Gumball 3000 2007 avec les Fuel Girls et l'équipage de Richie. Donc voilà, c'est parti pour une aventure incroyable de 3000 miles, donc à peu près 5000 km. On va traverser 17 pays, parler à peu près plus de 20 langages. Donc c'est parti pour des images de dingue. On se retrouve un peu plus tard. À bientôt. Invité par Richie Warren, le boss de chez Fuel, l'un des vétérans de l'événement, et bien accompagné par les deux Fuel Girls, Vanessa et Zara. Bonjour les filles. Jerry, d'ADDX, prend place à bord de cette Bentley Continental coupée, complètement refaite par Mansouri, l'un des préparateurs les plus prestigieux du monde, qui ne travaille que sur des Rolls, Bentley ou Aston Martin. Excuse me. C'est le bordel parce que j'ai vraiment pas de place dans cette voiture. Mais alors vraiment pas, et on n'arrête pas de ramener des sacs et des sacs et des sacs. On a pris l'oreiller de l'hôtel pour dormir. Voilà quoi. En fait c'est un rallye mais c'est un peu la fiesta aussi. Ah ouais, n'importe quoi hier soir. Allez, c'est parti pour près de 5000 km. 2 continents à traverser pour les 120 voitures. Enfin, ça, c'est sur le papier. Car les ennuis commencent dès le tunnel sous la Manche. Le Range Rover du Team Fuel casse dès la sortie du tunnel. Fin de l'aventure pour notre première voiture d'assistance et galère également pour Steve de Google qui est coincé à la frontière française avec sa Porsche Carrera GT. La raison ? Il n'y a pas de plaque à l'avant de sa voiture. Eh ouais, aux États-Unis, ce n'est pas obligatoire. Et sa plaque de fortune n'a pas vraiment convaincu les autorités. Qu'à cela ne tienne, Steve et son copilote sont montés à bord d'un avion pour Athènes où une Lamborghini Murcielago toute neuve les attendait pour finir le Gumball. C'est dur d'être riche. Pas simple d'atteindre le checkpoint d'Amsterdam tant la foule est au taquet. La police est même obligée de fermer l'accès pour éviter tout débordement. Faut dire qu'il y a de la caisse et de la star, comme le chanteur de Jamiroquai, GK. Alors voilà les amis, là on a fait une longue route, donc depuis Calais, on n'a pas dormi du tout de la nuit avec Richie dans la bagnole. On a roulé à peu près 5-6 heures, il est 5h30 du matin, on est en Allemagne à Francfort. Là comme vous voyez on embarque les fameuses bagnoles dans un Antonov, il y a 2 Antonov, donc 2 avions cargo qui vont emmener toutes les bagnoles à la prochaine étape en Turquie. Et nous avons un avion privé là-bas pour tous les participants. Donc on embarque plus ou moins 35 bagnoles sur le bas et plus ou moins 25 bagnoles sur le haut. Donc je vous laisse un petit peu deviner la marchandise que peut contenir ce fameux Antonov. Donc voilà la prochaine étape, les bagnoles embarquées directement en Turquie et nous à peu près tous les passagers, à peu près
entre 200 et 250 passagers dans un avion privé. Donc on se retrouve à peu près dans 5 heures, 6 heures là-bas en Turquie pour la prochaine étape. C'est parti, c'est un truc de fou. Arrivés à Istanbul, les participants du Gumball descendent de l'avion pour embarquer à bord d'un bateau, histoire de ne pas oublier que cette aventure, c'est aussi ça. Des soirées de ouf, remplies de ouf, comme Exhibit, l'animateur de Pimp My Ride, pilote du Gumball, qui s'est fait confisquer son permis en Belgique. You gotta complain? We live in America and pay all the motherfucking taxes and y'all can't make our shit look like this? Allez hop, c'est parti direction Athènes pour une autre soirée. La plus prisée de la semaine, la soirée blanche qui se tient au Skybar du Hilton d'Athènes. Le lendemain, la route reprend, direction Tirana. Notre Bentley reprend la route avec quelques concurrents qui profitent aussi du temps magnifique. Malheureusement, après quelques heures de route sans encombre, l'une des roues de la Bentley se voile dans un nid de poule d'un autre monde. Bon voilà les amis, alors là il nous arrive un petit truc là, on a explosé un pneu sur la Bentley. Malheureusement Richie dormait donc j'ai pris le volant, on s'est retrouvé dans un tunnel avec deux trous immenses où j'étais bloqué entre deux bagnoles. Donc j'ai pas pu éviter malheureusement, j'ai abîmé la roue, on a perdu de l'air donc le pneu était à plat. Et voilà, on est bloqué ici donc du coup au milieu de la Grèce, je sais pas où on est exactement mais en tout cas on n'est pas très loin de la frontière avec le Monténégro. On devait rejoindre l'Albanie ce soir sur le coup des 18h-19h, je crois que ça va être un petit peu râpé à mon avis. Donc là on a dû trouver un tow truck, donc une dépanneuse qui était censée en tout cas dépanner la Bentley. Malheureusement la voiture est trop basse, elle monte pas sur le camion, donc ils sont pas super équipés ici on l'avoue. Donc là on a trouvé après une vingtaine de coups de téléphone un garagiste qui était plus ou moins équipé. Donc là on essaye en tout cas de retirer la roue parce que Rich n'a pas évidemment l'outillage nécessaire à retirer les jantes fuel. Donc voilà, donc là les gars sont là derrière moi en train d'essayer en tout cas de sauver ce qui est sauvable en tout cas par rapport à ces trous. Donc soit on la change et on met une roue de secours, soit on va devoir l'emmener sur un tow truck, peut-être pas celui-là mais un autre. Et en tout cas le but c'est de rejoindre la ville la plus proche pour pouvoir être dépanné et se retrouver, on ne sait pas à quelle heure mais à mon avis au milieu de la nuit en Albanie au checkpoint. Donc voilà, on se tient au courant et j'espère en tout cas qu'il ne sera pas trop tard cette nuit, sinon on va être très fatigué pour la route demain. Allez, je vous laisse, suite au prochain épisode. Bye. Il faudra attendre le lendemain matin pour sortir de ce pétrin grâce à l'aide d'un carrossier local, véritable artiste, qui va refaire la roue comme neuve à l'huile de coude et au marteau. Ayant loupé la nuit à Tirana et étant à plus de 1000 km derrière tous les autres, la décision est prise de filer directement à Bratislava. Du coup, c'est avant tout le monde que la Bentley arrive sur place. Et c'est là que malheureusement nous apprendrons qu'un accident entre une voiture du Gumball et une Golf macédoinienne a coûté la vie aux deux occupants de celle-ci. Le Gumball est en deuil et la course logiquement stoppée avant son terme. Fin de l'aventure pour la caravane qui reprend en berne la route du retour vers Londres.
Tones, les sonneries événements. Camini en direct de Marly-Gaumont a créé pour ton mobile des sonneries exclusives. Pour les girls, tape K1 au 82 300. Pour les man, tape K2 au 82 300. Et pour les kékés, tape K3 au 82 300. Alors, fais-toi plaisir. Envoie K1, K2, K3 au 82 300.